Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre cycle de conférences consacré à l'histoire du tourisme à Paris. Aujourd'hui, la conférence du jour est consacrée au tourisme sportif à Paris et je suis ravie d'accueillir Fabien Archambault, qui est maître de conférence à l'Université de Limoges, qui est spécialiste à la fois de l'histoire de l'Italie et de l'histoire du sport et qui a publié notamment Le contrôle du ballon, les catholiques, les communistes, le football en Italie de 1943 au tournant des années 80 et Le continent basket. Donc aujourd'hui, il va nous parler du tourisme sportif à Paris et je lui laisse immédiatement la parole. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité, merci à vous d'être venus pour vous parler donc du tourisme sportif. Ça paraît évident qu'il y a du tourisme sportif depuis au moins, on va dire, une trentaine d'années, qu'il y a des gens qui se déplacent spécifiquement à Paris pour des événements sportifs en lien soit avec les grandes compétitions, par exemple de football, donc ça a été par exemple le cas pour la Coupe du Monde en 1998, ça aurait pu être le cas pour les Jeux Olympiques, puisque je vous rappelle que Paris avait été candidat pour les Jeux Olympiques d'été en 1992, et c'est Barcelone qui avait été choisi. De nouveau en 2012, ils avaient perdu en finale contre Londres, et probablement pour 2024. La ville de Paris, quand elle se porte candidate pour les Jeux Olympiques, c'est évidemment parce qu'elle espère en retirer, déjà bien sûr un aspect de prestige pour la ville, mais aussi des espèces sonnantes et trébuchantes. Organiser les Jeux Olympiques, dorénavant, ça veut dire plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes qui se déplacent spécialement dans une ville pour assister aux épreuves sportives. Donc là, on a bien un tourisme international, mais qui est aussi un tourisme national concernant Paris. Ça concerne les grandes épreuves de football, par exemple. Donc les matchs de l'équipe de France se jouent à Saint-Denis. Les matchs de rugby. Donc là aussi, le tournoi Destination maintenant, ça se déroule en région parisienne. Vous avez aussi la finale de la Coupe de France, la finale du championnat de France de rugby. Vous avez le tournoi de Roland-Garros. Donc là, vous avez Roland-Garros, c'est un tourisme international, mais surtout national, puisque vous avez des licenciés de tout le pays qui se déplacent spécialement à Paris pour ce championnat de France de tennis. Alors évidemment, quand on se déplace à Paris pour ça, on ne fait pas que aller assister à une épreuve sportive. L'occasion fait le larron. Mais ce qui est intéressant, évidemment, on va se promener, on va visiter, mais ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on se déplace spécifiquement, enfin, ce qui motive la venue à Paris, est d'abord un événement sportif. Alors, comme toujours en histoire, il faut se méfier de l'illusion rétrospective. Surtout en ce qui concerne le sport, où le discours journalistique tend à présenter ce qui semble relève de l'évidence aujourd'hui comme ayant toujours existé. Notamment en ce qui concerne le supporterisme, le fait de se déplacer pour assister à des épreuves. Le fait que Paris, que des gens se déplacent pour voir des épreuves sportives à Paris, eh ben ça n'a longtemps pas été évident et n'a pas été le cas. Prenons les grands sports les uns après les autres. En football, les déplacements de supporters sont assez récents. Même en général, le fait d'assister aux matchs de football de manière massive, c'est aussi assez récent. Ça date en France des années 70, c'est seulement dans les années 70 qu'on arrive en gros à 20 000 spectateurs en moyenne aux matchs de football. Ça vaut pour la France, mais ça vaut aussi pour les autres pays, même des grands pays de football comme l'Italie ou l'Espagne. C'est pas avant les années 60 pour ces deux pays-là qu'on arrive à 20 000 personnes. Alors c'est aggravé à Paris par le fait qu'il n'y a longtemps pas eu de club de football de première division capable de drainer des masses qui voudraient venir les voir. Il y a bien eu le Racing de Paris, qui est à un bon niveau, on va dire, jusque dans les années 60, mais on verra que le Racing est aussi un cas très particulier, donc d'un club au fonctionnement très aristocratique. En rugby, les finales du championnat de France, elles ne sont organisées à Paris que depuis 1974.
jusqu'en 1974, elles avaient lieu en province, dans le sud-ouest. Donc ça tournait entre Toulouse, Bordeaux. En gros, les supporters de rugby en France sont dans le sud-ouest. Et donc, il ne fallait pas qu'ils aillent trop loin pour assister à la finale du championnat. Donc en gros, en rugby, il n'y avait que 2 ou 3 matchs par an, qui étaient les matchs du tournoi des 5 nations. Même chose enfin pour le cyclisme, le grand sport populaire à l'échelle du XXe siècle. L'arrivée a toujours été à Paris, donc d'abord de 1903 jusqu'en 1967 au Parc des Princes, donc dans le vélodrome du Parc des Princes, et ensuite sur les Champs-Élysées. Mais est-ce que c'est un tourisme national ou international pour venir voir l'arrivée du Tour de France ? En fait, pas vraiment. C'est les Parisiens qui se déplacent pour voir l'arrivée du Tour de France, mais les Français ont déjà vu passer le Tour de France, puisque dans les 3 semaines précédentes, ils se sont massés le long des routes. Et donc c'est ce qui fait aussi la popularité de cette épreuve, c'est qu'elle mettait les champions à proximité. On pouvait les voir en sortant de son pavillon pour les voir passer. Donc, une construction rétrospective, et donc qui nous invite à nous méfier de lieux communs. Donc l'idée que le sport a toujours, depuis son apparition à la fin du XIXe siècle, a toujours drainé des masses, puisque l'idée que le sport se démocratise et que ça devient un sport de masse dès les années 20-30, il faut nuancer cette idée-là. Deuxième lieu commun auquel on est confronté quand on aborde la question du tourisme sportif à Paris, c'est que la France ne serait pas un pays de sportifs, justement. Que, en gros, une absence de culture sportive qui expliquerait que à Paris, vous n'avez pas, par exemple, pour le football, de grands stades. Vous n'avez pas un stade qui approcherait les 100 000 places avant la fin du XXe siècle. Là aussi, il faut toujours nuancer. Nuancer par rapport, donc quand on quand on fait ce constat, donc il y a un constat qui est largement partagé tout au long du XXe siècle parmi les élites politiques et journalistiques du pays, il faut on le compare évidemment aux autres pays européens. Donc je vous ai déjà parlé du fait qu'en football, même dans des grands pays de football, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas des masses énormes avant les années 60. Même pour les grands événements sportifs, il faut aussi se méfier de l'illusion rétrospective. Par exemple, la Coupe du Monde de football en Italie qui est organisée en 1934. Donc qui est la première victoire de l'Italie dans un championnat du monde de football. Le lendemain, la presse sportive titre sur l'étape du Giro, donc le Tour d'Italie. Parce que le grand sport populaire, c'est le cyclisme en Italie. Et le stade qui deviendra le stade olympique à Rome, qui accueille la finale, ne fait pas le plein. C'est-à-dire que vous avez 40 000 spectateurs, mais il y avait 60 000 places, et le stade a résonné vide. Même chose quand on pense aux Jeux olympiques. Donc maintenant, si vous voulez aller à Rio cet été pour voir des épreuves, c'est trop tard. Il fallait vous y prendre avant. Les billets sont partis depuis 1 an. Donc il vous resterait à dépenser des milliers d'euros pour pouvoir assister à une épreuve. Ce caractère-là, c'est pas avant Barcelone 1992. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller assister à des épreuves olympiques, mais par exemple, si en Europe, si vous alliez à Munich en 1972, vous pouviez vous présenter devant n'importe quelle épreuve, le matin de l'épreuve, au guichet du stade ou de la salle, et rentrer. Il n'y avait pas de problème particulier. Pour le tennis, pareil, les finales à Roland-Garros, jusqu'au milieu des années 70, on va dire, vous pouviez rentrer en vous présentant au dernier moment. Et c'est la même chose en Angleterre. Wimbledon, c'est aussi la même chose. Alors, le Wimbledon, ça nous amène à un cas particulier, c'est-à-dire que quand on parle de retard sportif de Paris en termes d'infrastructure pour accueillir des événements internationaux ou nationaux sportifs, le vrai concurrent, la vraie référence de la comparaison, c'est l'Angleterre. Notamment le stade de Wembley à Londres. Donc là, on parle d'une capitale qui est l'équivalent de Paris, qui est construite dès 1923 et qui peut accueillir plus de 100 000 personnes. Donc la première finale de la Cup en 1923 attire 120 000 personnes. Donc là, c'est là que se situe le
le problème pour les élites sportives françaises. Élites sportives qui sont des élites libérales, politiquement, économiquement, et qui sont anglophiles, donc qui sont fascinés par le modèle anglais. Donc il faudra voir pourquoi la France, donc, et notamment Paris, n'a pas réussi à suivre le modèle anglais, donc, qui s'incarne pour l'entame d'infrastructures sportives dans la construction d'un stade qui est 100 000 places, alors que tous les autres pays européens se sont mis beaucoup plus rapidement. Donc on va bien parler du spectacle sportif, puisque en gros là il ne s'agit pas d'étudier tellement la pratique, mais les compétitions qui sont susceptibles d'attirer de manière nationale et internationale des touristes à Paris pour assister à des épreuves. Et donc ça renvoie à un aspect qui est important, qui est l'introduction, la diffusion, l'acclimatation du sport dans la société française, qui n'a rien d'évident, qui est le fruit de certaines institutions et de certains groupes sociaux qui trouvent un intérêt à développer la pratique sportive. Et ce phénomène de diffusion du sport en lien avec la place particulière que joue Paris dans un pays centralisé jacobin comme la France. Il faut distinguer plusieurs périodes. En gros, la fin du 19e siècle, donc le début du sport en France, jusqu'en gros à la fin de la Première Guerre mondiale. Une période centrale, des années 20 jusqu'aux années 70, et là la rupture de la Seconde Guerre mondiale n'est pas pertinente, c'est-à-dire que les bases du fonctionnement de Paris comme centre de tourisme sportif national et international ne bougent pas trop entre les années 20 et les années 70, et enfin le basculement dans les années 80 vers le sport spectacle. Alors pour revenir rapidement sur le sport, où est-ce qu'il apparaît en France? Il apparaît à Paris. Et il faut toujours une politique volontariste pour que une nouvelle pratique culturelle s'installe dans une société. C'est les enseignements de la sociologie, c'est ce que nous avait montré Pierre Bourdieu en 1979 dans La Distinction. Pour qu'une pratique culturelle soit acclimatée dans une société, il faut que les élites, ça commence toujours par les élites. En l'occurrence, à Paris, en France et à Paris, ce sont l'aristocratie et la grande bourgeoisie anglophile, donc libérale politiquement et économiquement, qui veulent importer des nouvelles pratiques qui sont apparues dans les public schools en Angleterre depuis le milieu du XIXe siècle et qu'on appelle le sport. Le mécanisme est classique, ce sont d'abord les élites qui pratiquent et ensuite ça se diffuse dans la société, les groupes sociaux étant toujours attirés par le groupe qui est juste au-dessus. Donc il y a toujours une volonté dans une société d'ascension sociale et le mimétisme culturel est le plus important. Et ce que montre Bourdieu, c'est que quand vous avez diffusion dans les masses d'une pratique culturelle, donc en gros vous avez une démocratisation d'une pratique culturelle, ceux qui ont été à l'origine de l'introduction de cette pratique culturelle s'en détachent pour des raisons de distinction. Donc en gros, tout simplement, c'est vous commencez, les enfants de la grande bourgeoisie parisienne, de l'aristocratie parisienne à la fin du 19e siècle, commencent à jouer au football, et quand ça commence à descendre dans les classes moyennes, puis dans les classes populaires chez les ouvriers, eh ben, on joue à autre chose pour se détacher, pour ne pas se confondre avec les prolétaires. Alors ce processus du football a été d'introduction du football par les élites et de détachement du football a été quasiment immédiat en France. Alors ça s'explique pour plusieurs raisons. C'est que ceux qui introduisent le football, c'est-à-dire les Anglais avec qui on pouvait jouer au football à Paris à la fin du XIXe siècle, n'étaient pas ceux que les élites parisiennes fantasmaient être. C'est-à-dire que le football est né, en gros, dans les publics ou dans les écoles de l'élite, donc qui ne sont pas les écoles publiques. Ça veut dire, je vous rappelle, public school, c'est des écoles publiques au sens où on n'a plus des instructeurs individuels.
dans un château, quand on est le fils d'un aristocrate, c'est qu'on met tous les fils d'aristocrates ensemble. Donc ce football a connu ce processus-là en Angleterre très rapidement, et dans les années 1870-1880, il est le fait des classes moyennes, les agents de la seconde industrialisation, tous les techniciens, les ingénieurs, qui parcourent le monde, donc essentiellement dans les ports. Donc, ce qui explique, par exemple, le premier club français, c'est le Havre, le Havre Athletic Club, qui est fondé en 1872 par la communauté anglaise qui réside au Havre. Et c'est pas des aristocrates. Donc quand les aristocrates parisiens fondent les premiers clubs de football, et c'est notamment à Paris le Racing, donc le Racing Club de France, donc qui a un nom anglais, et qui est là pour faciliter les liens de sociabilité avec l'aristocratie anglaise qui est souvent à Paris, ils se rendent compte très vite que la section football n'est pas fréquentée par les Anglais. Les Anglais, à ce moment-là, les élites anglaises sont déjà passées à un autre sport, à plusieurs sports, qui sont le polo, donc il y a une histoire particulière. Donc ça explique au Pré-Cattelan et à Bagatelle, dans le bois de Boulogne, il y a des matchs de polo. Donc c'est compliqué d'y assister, puisqu'il faut être membre de clubs qui sont des clubs privés où on rentre par cooptation. Vous avez le tennis, donc là aussi au Pré-Cattelan et au stade Roland-Garros. Vous avez le rugby, et enfin les sports olympiques. À l'époque, c'est surtout l'athlétisme. Donc cette introduction du sport dans la société française par des élites explique la première géographie des infrastructures sportives à Paris, dans l'ouest de Paris. C'est pas un hasard si en 1928 on crée le stade Roland-Garros dans le bois de Boulogne. Parce que les pratiquants du tennis, ils habitent là. C'est-à-dire que le bois de Boulogne est parfait, introduit une continuité spatiale entre les beaux quartiers, donc le 16e, le 17e arrondissement de Paris, et toute la banlieue ouest de Paris. Donc c'est vraiment une géographie des infrastructures sportives qui montre que ce qui est privilégié, c'est l'entre-soi. Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde. Il s'agit de pratiquer un sport distinctif en excluant ceux à qui il n'est pas destiné. Alors il y a un cas particulier qui est le rugby. Donc là il y a un rapport avec le reste du pays qui est un peu particulier, c'est que la grève du rugby ne prend pas tellement dans le nord de la France, mais ça marche bien dans le sud-ouest. Donc là il peut y avoir un problème. Dans la logique qu'a décrit Bourdieu, c'est que ça prend dans le sud-ouest, mais c'est les paysans qui aiment beaucoup le rugby. Donc là, on est dans une société qui est très rurale et où l'industrialisation est plus tardive que dans le reste du pays. Et donc vous avez tout le chauvinisme de clocher qui fait que ça prend avec le rugby. Est-ce que des membres du Racing Club de France accepteraient de jouer des matchs contre des paysans du sud-ouest? Évidemment non. Mais les choses sont bien faites. Le championnat de France de rugby a longtemps été un championnat qui n'était pas national. Vous aviez des poules régionales jusqu'au début, en gros, des années 90, jusqu'à la création d'un championnat, où en gros, le groupe parisien pouvait jouer quasiment toute l'année entre soi. Et les finales du championnat de France n'avaient pas lieu à Paris. Donc ça permettait de préserver cet entre-soi. Deuxième acteur important dans la diffusion du sport, tout ce qui relève du mouvement associatif, laïque, travailliste, donc autour de la SFIO fondée par Jean Jaurès en 1905. À ce moment-là, disons que c'est très tardif pour le mouvement socialiste, qui se méfie du sport, qui est une invention bourgeoise. Donc le danse, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça ne nous concerne pas. Un troisième acteur, ce sont les entrepreneurs privés, industriels,
patron de l'industrie. Donc vous avez les actionnaires du Racing Club de France, mais donc on a vu comment est-ce qu'ils préfèrent rester dans l'ouest de Paris. Vous avez surtout les journaux, les entreprises de presse, donc le grand sport populaire. C'est le cyclisme à la fin du 19e siècle. Donc vous avez environ 80-90 titres sportifs qui sont créés dans la décennie 1890. Et le premier d'entre eux, l'Auto, crée une épreuve dont il est propriétaire, le Tour de France, en 1903. Alors c'est à cette occasion qu'est construit le Parc des Princes. Le Parc des Princes est un stade vélodrome à l'origine, et donc c'est construire le stade où finira l'épreuve qui vient d'être créée. Alors là aussi c'est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on est dans la phase de descente, c'est-à-dire que vous avez Henri Desgranges, le directeur de l'Auto, qui évidemment choisit un endroit pour construire ce stade vélodrome, là où sont toutes les infrastructures sportives. Lui-même est issu de la grande bourgeoisie parisienne. Donc c'est normal qu'il veuille construire son stade vélodrome à cet endroit-là. Et quand on y pense, même le nom de Parc des Princes qui est choisi montre bien cette prégnance de l'idéal aristocratique. Alors ça renvoie à quoi? Ça renvoie à ce qu'on prétend qu'au XVIIIe siècle, des membres de la famille royale, donc des princes du sang, allaient dans cette zone-là pour chasser. Donc c'était le cas de toute façon dans toute la région parisienne, les chasses royales. Mais évidemment, on met l'accent sur ça puisque c'est le groupe social qu'on vise. Donc voilà, alors ce Parc des Princes, ce premier Parc des Princes, j'ai même cherché des photos, c'est très difficile d'en trouver en 1903, c'est pas grand chose, donc c'est une piste de vélo, et vous avez des tribunes en bois et en dur, où vous avez 5000 spectateurs au maximum qui peuvent s'y presser. Le quatrième acteur, qui est le plus important dans la diffusion du sport, donc qui fait ce lien entre une pratique aristocratique et les masses populaires, c'est l'Église catholique. Donc là, c'est une autre histoire qui serait très longue à raconter. Pourquoi est-ce que l'Église catholique s'empare du sport? C'est sur un processus qui est classique. C'est que l'Église est toujours très effrayée par les nouveautés produites par la technologie, donc qui font que, en gros, ces ouailles peuvent lui échapper. Donc ça a été le cas pour le roman, ça a été le cas pour la presse. Mais après une première période de condamnation, donc vous savez qu'il y a la congrégation de l'Index qui longtemps à Rome a censuré les livres, donc en gros a interdit aux catholiques de lire, donc tous les grands romanciers français du XIXe siècle ont été mis à l'Index, la presse la même chose. Et ensuite, une deuxième phase où, puisque ça existe, autant s'en emparer. Donc, n'oubliez pas que les grands romans du XIXe siècle, le roman le plus lu, le plus vendu, c'est Fabiola. Donc, il y a un roman d'édification chrétienne, mais il y a des groupes d'édition catholiques, des groupes de presse catholiques qui ont une puissance de frappe qui est énorme dans la société française. Donc, même chose pour le sport. Une nouveauté, donc on condamne, c'est violent, ça détourne les jeunes du catéchisme et d'une éducation religieuse, mais à un moment donné, il faut s'y mettre. Et donc, ça arrive au tout début du XXe siècle, concernant le mouvement catholique en France. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, dans le mouvement de sécularisation qui amène à la séparation de l'Église et de l'État en 1905, le premier indice qu'on allait vers cette séparation était en 1902 l'expulsion des congrégations enseignantes de France. Donc en gros tous les collèges et lycées catholiques, donc avec des congrégations qui sont spécialisées dans l'enseignement, qui sont expulsées. Donc ils reviendront seulement pendant la Première Guerre mondiale, quand ils seront volontaires pour intégrer l'armée française. Et là, il y a une grande angoisse qui saisit l'institution ecclésiastique française, qui est « les jeunes vont nous échapper ». C'est-à-dire que, comme toujours, une institution, pour se perpétuer, elle veut, la seule chose qui est importante pour elle, c'est l'éducation, pour former les générations futures. Et donc, expulsion des congrégations en 1902,
Et 1903, création de la Fédération française gymnastique et sportive des patronages de France, donc sous la direction du docteur Paul Michaud. Donc c'est ce qui explique que le football, par exemple, se répand en France. On a souvent l'impression, dans l'imaginaire commun, que le football est un sport, on va dire, d'ouvriers. Par exemple, dans le nord de la France, autour d'un club comme Lens, par exemple, ou dans la banlieue parisienne. Alors c'est vrai, les ouvriers jouent au football, mais ce qui fait de la France un pays de football, donc capable d'avoir des millions de pratiquants, d'avoir une équipe qui finalement a fait ses preuves puisqu'elle a gagné la Coupe du Monde, c'est l'ouest de la France. Donc vous avez une thèse de géographie, si ça vous intéresse, un jour, de Loïc Ravenel, qui a montré que quand on regarde le taux de licenciés par rapport à la population totale dans une région donnée. Donc ce qui permet de voir, il y a le taux, on va dire, en valeur absolue, et donc là, même là, c'est l'ouest de la France qui apporte le maximum, enfin le plus grand nombre de licenciés, tout au long du XXe siècle. Et quand on regarde par rapport à une classe d'âge, la proportion qui joue au football, c'est en Bretagne. La région où on joue le plus en football. Et pourquoi en Bretagne ? C'est là où le réseau paroissial est le plus développé. Donc les terres de football, c'est la Normandie, donc plutôt la basse Normandie, c'est la Bretagne, c'est toute la vallée de la Loire et la basse vallée de la Loire, donc en gros l'ancienne Vendée. Donc ça c'est une autre histoire donc, qui nous concerne assez peu en ce qui concerne Paris, encore que pour beaucoup de Parisiens, de petits Parisiens, jusqu'à une date avancée dans le XXe siècle, on va dire jusque dans les années 50-60, qui fournissait les infrastructures qui permettaient de jouer au football, c'était le patronage. Et notamment dans les quartiers populaires, puisqu'il y avait une politique volontariste de l'Église de construction de lieux de culte dans les nouveaux quartiers après l'osmanisation, mais aussi de fournir les services qui permettaient de retenir la jeunesse dans une perspective de propédeutique à la formation religieuse, c'est-à-dire les faire venir jouer au football pour les retenir au catéchisme, ou inversement. On ne peut jouer au football que si on a suivi le cours de catéchisme avant. Alors ça nous concerne de loin, concernant le tourisme sportif à Paris, c'est que l'Église, elle construit des infrastructures, donc des terrains de football. Alors pas seulement de football aussi, le deuxième grand sport c'est le basket. Donc là aussi, la géographie du basket en France, c'est toutes les terres catholiques, le Lyonnais, donc une partie du Massif central et tout l'ouest du pays. On construit donc soit dans des gymnases, soit dans la cour du Patro le terrain de football, mais on n'a pas vocation à créer des stades, à construire des stades qui pourraient accueillir un championnat professionnel ou des grandes épreuves. Donc ça nous amène à quelle est l'institution qui, la première, construit des équipements sportifs qui sont destinés à tout le monde, et donc non pas seulement aux membres de l'élite parisienne qui sont regroupés dans l'ouest de Paris, c'est l'armée. Alors l'armée, là aussi, pour faire rapidement, au début elle n'aime pas le sport. Elle s'en méfie parce que donc ça vient d'Angleterre et c'est le fait d'une société libérale bourgeoise, donc qui valorise en gros des individus, en gros le cosmopolitisme, donc dans ces clubs anglais, donc le Racing par exemple, vous avez une équipe qui est composée pour moitié de joueurs parisiens et de joueurs d'anglais qui résident à Paris. Après la défaite de 1870 contre la Prusse, dans le cadre de l'installation de la Troisième République, il faut construire une nation, un État-nation. Il faut fortifier les corps de la nation. Il faut faire adhérer les jeunes à l'idéal républicain. Et donc le sport, la pratique physique qu'on choisit, justement, ce n'est pas un sport, c'est la gymnastique.
Pourquoi ? Parce que la gymnastique est perçue comme authentiquement française. Alors en fait, elle ne l'est pas, elle est allemande. Alors comme ça pose un problème, quand même à la fin du XIXe siècle, on dit qu'on imite la gymnastique suédoise. Comment est-ce que les Français massivement accèdent à la pratique physique ? C'est dans le cadre du service militaire qui est en partie obligatoire à partir de 1872, qu'il est définitivement en 1889. Et donc vous avez une première confrontation aux exercices physiques. Donc il y a la gymnastique, il y a aussi l'escrime. Donc des sports, donc la gymnastique pour entretenir le corps, l'escrime parce que c'est une vieille pratique de combat qui est considérée comme authentiquement française. Et là aussi, on est un peu loin de notre sujet, mais pas tant que ça. Ceux qui forment pendant une bonne partie du XXe siècle la culture physique des Français, c'est l'armée. Donc la Troisième République rend la pratique de la gymnastique obligatoire avec les lois Ferry, donc en 1880-1882. Mais qui va faire le cours de gymnastique ? L'instituteur n'a pas cette capacité-là. Il n'est pas recruté pour ça. Dans ces épreuves de sélection, il n'y a pas, dans les concours de l'éducation nationale, il n'y a pas d'épreuve d'éducation physique. Et c'est l'école normale militaire de gymnastique de Joinville, donc qui est une institution militaire, qui forme les maîtres d'armes pour l'escrime et les maîtres de gymnastique qui vont permettre d'encadrer les conscrits, et qui, tout de suite, délivrent des diplômes qui leur permettent d'enseigner aussi dans les écoles. Donc ce lien avec l'armée continue tout au long du XXe siècle. Par exemple, l'INSEP, donc qui est l'institution qui forme l'élite olympique française, elle est l'héritière de l'Institut national des sports, qui lui-même est l'héritier de l'Institut de Joinville. Et donc tout ça, c'est à l'est de Paris. Donc vous avez dans le bois de Vincennes, donc qui fait le pendant oriental du bois de Boulogne, au pied du fort de Vincennes, où sont gardées les archives de l'armée, où vous avez la caserne où étaient réunis les conscrits de l'armée parisienne, tout un ensemble d'instituts, d'écoles, qui tout au long du XXe siècle ont formé à la fois les enseignants d'éducation physique et les sportifs de haut niveau, avec la tutelle de l'armée. Alors, est-ce que c'est... Là aussi, c'est un peu comme l'Église, donc ils créent des gymnases, etc. Mais est-ce qu'ils ont pour vocation à créer des stades, par exemple, ou des grandes salles de sport permettant d'accueillir des spectateurs pour un spectacle sportif ? Non. Mais la situation se présente à la fin de la Première Guerre mondiale, à l'occasion des Jeux interalliés en 1919. Alors c'est les premières diapositives que je vous présente là. Alors est-ce que c'est une initiative de l'armée française ? Non, c'est pas une initiative de l'armée française. C'est une initiative des États-Unis. Donc les soldats américains, donc vous savez, sont arrivés en 1917 en France. La paix a été signée, l'armistice date de novembre 1918, et le contingent américain ne va pas repartir tout de suite. Et il faut occuper des soldats qui sont démobilisés. Et le chef d'état-major américain, le général John Pershing, propose d'organiser des Jeux athlétiques entre tous les pays vainqueurs de la guerre. Donc c'est pour ça que ce sont les Jeux interalliés, donc sont exclus ceux qui ont été battus. Pour organiser ces Jeux, il faut un stade. Est-ce qu'il y en a un à Paris ? Non, il n'y en a pas. C'est la YMCA, donc la Young Men's Christian Association, donc institution protestante, donc née aux États-Unis, donc institution qui vise le prosélytisme du protestantisme en France. Donc il y a déjà, par exemple, introduit le basket en France en 1893. Dans le gymnase de la rue de Trévise, donc qui est l'antenne parisienne des YMCA. Ils sont arrivés dans les fourgons de l'armée américaine en 1917, donc c'était eux qui étaient à l'arrière pour s'occuper des loisirs des soldats américains. Et donc ils construisent rapidement un stade au bois de Vincennes, puisque c'est
d'abord une compétition militaire. Donc il prend le nom du général américain, donc le général John Pershing. Donc la YMCA construit ce stade, qui a en gros une vingtaine de milliers de places, l'offre à l'armée américaine, qui elle-même ensuite le rétrocède au gouvernement français, qui lui-même en confie la gestion à l'armée, puisqu'on est à Vincennes sur ces terres. Donc ces Jeux interalliés ont lieu en 1919. Il y a 1500 athlètes qui sont sélectionnés, 17 nationalités différentes. Vous avez 26 disciplines qui sont représentées. C'est un choc pour l'armée française, hein, donc qui est auréolée de sa victoire lors de la Première Guerre mondiale. Et ça se passe mal face aux soldats américains. Ça se passe même très mal, hein, c'est-à-dire que alors évidemment, ils gagnent dans leur sport à eux, le basketball, par exemple, le baseball. Donc c'est là qu'il y a des nouveaux sports après les sports anglais. Vous avez une nouvelle génération de sports qui arrivent, que sont les sports américains. Pour vous donner un exemple, hein, vous avez un match de rugby, une finale de rugby, donc qui oppose la France et les États-Unis, donc qui est remportée par la France, rassurez-vous, 8-3. Mais ça a été particulièrement violent parce que les Américains ne connaissaient pas les règles de rugby, mais ils voient bien que ça ressemble beaucoup, que c'est l'ancêtre de leur football à eux, donc le football américain, donc qui est juste comment est-ce que les États-Unis se sont émancipés de la tutelle culturelle britannique en transformant les sports britanniques. Hein. Le cricket est devenu le baseball et le rugby est devenu le football américain. Et le football américain est beaucoup plus violent que le rugby. Donc un journaliste américain, Alan Moore, a commenté cette victoire française. C'est ce qu'on peut faire de mieux sans couteau et sans revolver. Donc voilà le premier stade parisien et en gros la première épreuve qui est susceptible de créer, de faire venir des gens de manière de l'étranger, donc les sportifs eux-mêmes, mais aussi des spectateurs. Donc vous voyez, hein, donc ce stade Pershing, vous avez 20 000 places. Donc là c'est la cérémonie d'ouverture. Elles sont pleines, ces 20 000 places. Hein. Donc c'est le premier événement sportif, on peut dire, où il y a un tourisme sportif spécifique dans la capitale française. Alors là, c'est la cérémonie d'ouverture. Hein. Donc les sports qui étaient connus déjà par certains Français ont été suivis. Ça n'a pas été le cas de tous. Hein. Donc là, c'est les épreuves de baseball dont je vous parlais. Donc vous voyez, c'est dans le même stade, mais le public est beaucoup plus clairsemé. Alors ce stade a été démoli en 1960, c'est-à-dire que l'armée n'a pas vocation à entretenir un stade qui est susceptible d'accueillir des sports professionnels ou pas. Alors il a d'abord été utilisé pour des finales de Coupe de France. Au début des années 20, la finale de la Coupe de France de football a lieu au stade Pershing. Donc les tribunes ont été détruites en 1960. Le terrain existe toujours et il joue. C'est un terrain de baseball. C'est-à-dire que vous avez à Paris 2 équipes de baseball, donc qui sont surtout composées des ressortissants américains à Paris, et elles jouent toujours sur ce stade, donc vous pouvez y aller. Hein, c'est-à-dire qu'à Vincennes, vous avez un haut lieu du sport militaire français, mais du sport français tout court. Vous pouvez encore voir, donc les tribunes ont été démolies, mais vous avez des monticules de terre qui montrent bien leur ancien emplacement. Deuxième remarque sur ces Jeux, ça devient une affaire d'État. Le prestige de la nation a été atteint par ces multiples victoires américaines pendant les Jeux interalliés. Et pour la première fois, le sport est pris en charge par et c'est là que c'est intéressant, par le ministère des Affaires étrangères. Donc par exemple, vous avez Jean-Noël Le Maire, qui est rapporteur du budget des Affaires étrangères en 1920 à la Chambre des députés, et qui présente en ces termes à la Chambre l'attribution d'un crédit spécial de son ministère pour la section tourisme et sport.
Il est indispensable que la France ne perde pas aux yeux du monde athlétique, prédominant dans de nombreux pays comme l'Amérique, l'Angleterre, les pays scandinaves, ce prestige que lui a donné ce sport suprême, la guerre. Donc là, on voit bien, ce qui est intéressant, hein, c'est que les compétitions sportives, donc plus seulement de gymnastique, acquièrent une force symbolique qui ne peut pas laisser indifférents les pouvoirs publics. Donc ça se traduit dans d'autres, donc là qui ne concerne pas Paris, mais par exemple hein, le Tour de France en 1919, pour la première édition après le conflit mondial, le ministère des Affaires étrangères négocie avec Henri Desgranges, le patron de l'auto et donc patron du Tour, qu'il y ait des étapes dans les 3 départements qui sont revenus dans la République, donc la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Un an plus tard, en 1920, qui montre que le sport devient une affaire de rivalité entre États et qu'il y a un prestige de la nation qui se joue sur la scène sportive, vous avez les gouvernements français, belges et britanniques qui exigent de leurs comités olympiques respectifs qu'ils interdisent aux athlètes des anciennes puissances centrales, donc l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, la participation aux Jeux olympiques d'Anvers. Et donc c'est important parce que ça veut dire que jusqu'ici, les athlètes qui participaient aux Jeux olympiques le faisaient à titre individuel. C'était d'abord des compétiteurs individuels. À partir de 1920, ils sont d'abord les représentants de leur nation. Et donc là, on passe dans une autre dimension. Alors, cette exclusion des Allemands, Autrichiens et Hongrois évolue puisque la Autriche et la Hongrie en rentrent à la SDN en 1923. Donc pour les Jeux Olympiques de Paris en 1924, on accepte les Autrichiens et les Hongrois. Les Allemands ne sont toujours pas les bienvenus pour les Jeux Olympiques de 1924. Alors les Jeux Olympiques de 1924, c'est la deuxième grande compétition et la première compétition si on considère que les Jeux interalliés étaient une compétition un peu particulière du fait de son caractère militaire. C'est le premier grand événement sportif à l'occasion de la 8e Olympiade. Il y avait déjà eu des Jeux Olympiques à Paris en 1900, mais c'était à l'occasion des premiers de l'exposition universelle, et c'était une attraction parmi d'autres dans l'exposition universelle. Et d'ailleurs, si vous êtes allé voir l'exposition, hein, quand vous voyez toutes les affiches de réclame pour faire venir à l'exposition universelle 1900, jamais le sport n'est présenté comme un argument particulier justifiant qu'on se déplace à Paris. On va à l'exposition universelle, mais on ne va pas voir les épreuves d'escrime ou les épreuves de basketball, etc. Alors, les Jeux de 1924 ont été voulus par le gouvernement français, donc elle demandait à la ville de Paris de se porter candidate. Ville de Paris qui, dans le contexte financier difficile de l'après-guerre, n'a pas les moyens d'organiser cette Olympiade. Notamment, la question, c'est il faudrait un grand stade. En 1923, à Wembley, à Londres, a été construit un stade qui fait plus de 120 000 places. Donc pour les Jeux Olympiques de 1924, il s'agit d'être à la hauteur de nos amis britanniques, puisque ce sont eux vers lesquels se tournent tous les regards des élites sportives parisiennes. Le problème, c'est que construire un grand stade, la somme qui est proposée donc, par le secrétaire à l'organisation, donc après consultation d'architectes, dépasse largement les moyens financiers de Paris. On pense délocaliser les Jeux à Lyon pendant un moment. Finalement, il y a un accord qui est trouvé avec le patron du Racing Club de France qui accepte, donc il y a un stade où on joue au football à Colombes, qui propose de reconstruire Colombes, donc avec des financements essentiellement privés, donc ceux du Racing Club de France, une aide de l'État et une aide de la mairie de Paris, sachant qu'il resterait propriétaire du stade ensuite. Donc c'est accepté pour sauver l'Olympiade parisienne. Et donc vous avez la construction du stade de Colombes, donc il devient le stade olympique Yves du Manoir, du nom d'un joueur de rugby qui était mort dans les tranchées. Donc il y a un stade moderne à l'époque, c'est les débuts du béton armé, donc qui permet surtout de construire rapidement
Donc vous avez 20 000 places assises, 40 000 places debout, donc un stade de 60 000 places, avec qui est doté du télégraphe. Vous avez une tribune de presse. Donc un stade qui fait bonne mesure, permet de ne pas perdre la face aux Anglais. Ces Jeux de 1924, donc dans le catalogue, je commente cette affiche. Donc il y a l'affiche officielle des Jeux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? En fait, on peut y lire plusieurs choses que je viens de vous faire remarquer. D'abord que ça devient une affaire d'État. On est rentré dans l'ère des rivalités nationales entre les nations participantes. Donc ça, c'est le drapeau tricolore en arrière-plan qui vous le montre. C'est d'abord défendre le prestige de la nation française dans le cadre de cette compétition. En même temps, on est toujours... ce sont des Jeux Olympiques. Au contraire, la paix est arrivée. Vous voyez, les Jeux Olympiques de 1920 à Anvers, de Paris en 1924 et d'Amsterdam en 1928 ont choisi les pays qui ont été occupés par l'Allemagne. En même temps, c'est la fraternité entre les vainqueurs. Donc vous avez la main qui est posée sur l'épaule d'un des concurrents, celui qui est devant. Donc c'est à la fois le prestige de la nation, mais aussi la fraternité entre les vainqueurs, puisque les Allemands ont été exclus. Vous avez le salut romain. Alors le salut romain, il a longtemps été il a fait polémique aux Jeux Olympiques de 1936, quand la délégation française, passant devant la tribune officielle où siégeait le chancelier allemand Adolf Hitler, avait fait ce salut-là, qui pouvait être interprété comme un salut nazi. Ce n'est pas le salut nazi. C'est le salut romain, en gros, dans la tradition olympique qui est recréée par Pierre de Coubertin en 1896. On s'inspire de l'Antiquité, et donc c'est à cette référence à l'antique qu'on fait allusion. Même chose pour l'antique, vous avez les couronnes de laurier, donc c'est bien la recréation des Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce que les Français, ces élites, parmi ces élites parisiennes, vous en avez un de ces rejetons, Pierre de Coubertin, qui s'est lancé sur les Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin est vraiment... donc c'est un aristocrate normand qui a étudié à l'école libre des sciences politiques, en gros là une école privée où les orléanistes, donc les partisans d'une monarchie constitutionnelle, du libéralisme politique et économique, envoient leurs enfants étudier à Paris pour ne pas les envoyer à l'université qui est républicaine. Il est fasciné par les sports anglais, comme tous ses co-religionnaires. Lui développe une réflexion qui est volontariste sur les conditions de l'implantation des sports anglais dans la société française. Donc il y a une idée de comment fortifier... Il est persuadé que les sports anglais, par l'introduction des sports anglais, non seulement on fortifiera les corps, ce qu'était la mission de la gymnastique, mais on introduira le libéralisme. C'est-à-dire qu'en introduisant des pratiques culturelles anglaises, on favoriserait la conversion des masses du pays au libéralisme, surtout économique. La difficulté d'introduire des pratiques culturelles étrangères, donc on a vu, puisque le polo, par exemple, c'est resté entre aristocrates au pré-Catelan, ça n'a jamais. Lui essaye de fondre cette culture sportive dans la culture classique des élites françaises. Donc vous savez, le latin et le grec sont les apanages du lycée classique que fréquentent 2% d'une classe d'âge, donc les enfants de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie. D'où ce mixte de cette création des Jeux Olympiques, de cette recréation des Jeux Olympiques en 1896. Donc on voit tout ça, c'est-à-dire que ces Jeux, le CIO est présidé par Pierre de Coubertin, montre, donc c'est à cette occasion-là d'ailleurs qu'il quitte la présidence du CIO, c'est vraiment le résumé de toute l'action de Pierre de Coubertin dans la création d'un comité international olympique et dans la recréation des Jeux, donc associé à la fois à l'idéal antique de pureté, donc
un idéal de classicisme, donc de pratique désintéressée, mais qui permet de défendre les intérêts de la nation. Donc en gros, on peut être un bon Français en étant un bon athlète. Dernière chose intéressante, hein, vous avez le blason de la ville de Paris en bas à gauche, donc qui montre, hein, que c'est bien, c'est pas le gouvernement français qui organise les Jeux, mais c'est la ville de Paris. Alors ces Jeux sont les premiers, hein, de plus que ceux d'Anvers, qui qui ont un véritable succès populaire. Alors, c'est ce que je dis dans le catalogue, hein, pas là où voulaient les organisateurs. C'est-à-dire que dans l'idéal classique, hein, les joueurs, les athlètes sont des amateurs, strictement amateurs. Mais qu'est-ce qui passionne les foules aux Jeux Olympiques de 1924 ? Ce sont les épreuves de football. C'est-à-dire que la Coupe du Monde n'a pas encore été créée, hein, puisque vous avez un mouvement olympique dont fait partie la Fédération internationale de football. Et la grande épreuve, c'est le tournoi olympique de football. Il y a déjà des problèmes avec le professionnalisme. Les Anglais ne viennent pas parce que le sport est professionnel en Angleterre depuis 1884. Et ce sont les maîtres du jeu. Le tournoi est sauvé par la participation des Sud-Américains. Donc c'est l'Uruguay qui remporte l'épreuve face à la Suisse en finale. Ce que retient la presse internationale de ces Jeux Olympiques, c'est le jeu de l'Uruguay, notamment de leur meilleur joueur, Jorge Luis Andrade, donc il y a un noir, donc on appelle la Maravilla Negra, donc la merveille noire, dans un contexte, hein, de réception des ballets nègres, du tango de Carlos Gardel. Donc vous avez en gros dans la vie culturelle parisienne un attrait pour l'Amérique du Sud qui se retrouve dans l'accueil qui est fait surtout à l'équipe d'Argentine et à l'équipe d'Uruguay. Sur les 5 millions de francs de recettes, 2 millions viennent du tournoi de football, exclusivement du tournoi de football. Et l'épreuve la plus suivie, ça a été le tournoi de football. Donc il y a eu 200 000 personnes qui l'ont suivi, et notamment la finale avec 40 000 personnes au stade de Colombes. Donc c'est en fait l'affiche, hein, qui est un plaidoyer pour des jeux, on va dire, pour des athlètes qui sont des citoyens soldats, et qui sont forcément des amateurs, dit le contraire de ce qu'ont été ces jeux. Ces jeux sont le triomphe d'un sport qui est en train de passer professionnel. Il l'est déjà dans toute l'Europe centrale. En France, il le sera en 1932. Donc voilà où on en est pour ce tourisme sportif à Paris. Donc là, vous avez une vraie épreuve qui a attiré des touristes de tout le pays, du monde entier. Donc c'est plutôt des classes moyennes, aisées, donc qui ont pu se permettre de venir. Mais ça jette les bases des infrastructures qui ne changeront plus jusque dans les années 70, en gros. C'est-à-dire que le stade de Colombes, donc, qui va accueillir beaucoup de finales de Coupe de France, vous avez dans l'entre-deux-guerres entre 20 000 et 30 000 personnes qui assistent à ces matchs-là. Dans les années 50-60, on passe à 30-40 000 personnes. Mais en gros, la jauge est là. Elle ne bougera plus. Alors pourquoi en gros, Paris rate le coche. C'est-à-dire que le modèle de Wembley est repris dans toutes les grandes capitales mondiales. Donc le fait d'avoir un stade de 100 000 places qui permet d'accueillir des grandes compétitions internationales. Plusieurs raisons à ça. La première, et donc là il faut regarder les pays qui ont suivi donc, le modèle anglais. Alors vous aviez une première possibilité qui était le sport travailliste, c'est-à-dire avoir une municipalité qui, dans le cadre de l'essor du sport travailliste, donc qui est très important en France, hein, qui a été en plus favorisé par le Front populaire, par exemple. C'est ce qui s'est passé à Vienne, par exemple. Donc là, je vous montre le stade du Prater à Vienne. Donc, la construction commence en 1928.
et qui est inauguré en 1931 pour l'Olympiade ouvrière, justement. Alors là, c'est la ville de Vienne qui le construit. Donc il fait à l'origine 50 000 places. Donc là, c'est une photo qui date des années 50, de 1956. On rajoute un troisième anneau et on arrive à, en gros, 100 000 personnes debout. Donc là, on voit qu'on est dans les années 50 parce que vous avez les voitures. Les gens sont venus en voiture et sont garés à côté. Qui dirige la ville de Vienne? Le Parti social-démocrate autrichien. Donc dans le modèle des grands mouvements sportifs créés par des partis politiques, c'est la social-démocratie allemande et la social-démocratie autrichienne qui sont les plus efficaces. Donc là, il y a la volonté pour le SPE autrichien, donc qui dirige la capitale, de montrer que le mouvement socialiste est capable d'imiter les Anglais. Donc c'est intéressant parce que ce stade-là, le modèle de ce stade, donc elliptique, sera repris en fait tous les stades de 100 000 places qui seront construits dans les décennies qui suivent. Le modèle en fait c'est le Prater de Vienne parce qu'il a donc par exemple avec les couloirs donc qui permettent la circulation autour, les vomitoires donc qui sont eux-mêmes inspirés du plan du Colisée donc qui permettent d'évacuer le public très rapidement. Enfin, dernière chose, le stade du Prater, donc c'est un stade qui se veut égalitaire, puisque c'est un stade socialiste. Vous n'avez pas de tribune officielle. Elle sera rajoutée seulement en 1938 par les dignitaires nazis pour un match de l'équipe d'Allemagne qui vient d'annexer l'équipe d'Autriche. Et donc, en gros, vous n'avez pas de distinction entre les virages et les tribunes latérales. C'est-à-dire que qu'on soit placé latéralement ou derrière les buts, on est à la même distance du terrain quand on est dans un anneau donné. Est-ce que c'était possible à Paris de faire ça? Non. Déjà, vous avez un conseil municipal qui est très limité, donc est sous tutelle du gouvernement, donc c'est depuis la Commune de Paris, et ça ne changera pas avant 1977. Et de toute façon, dans l'entre-deux-guerres, la municipale de Paris est à droite, enfin le conseil municipal est à droite, il passera à gauche dans l'après-guerre, et là justement, le gouvernement veillera à limiter la latitude, les moyens financiers du conseil municipal. Donc le mouvement travailliste français, donc ouvrier, donc qu'il soit socialiste ou communiste, c'est en banlieue qu'il le fait. Donc les banlieues socialistes, les premières c'est les banlieues socialistes dans les années 20, et dès les années 30 c'est les banlieues communistes, les banlieues rouges. Par exemple, vous avez le stade Karl Marx, donc il y a un complexe sportif qui est créé à Villejuif en 1933. Donc vous avez un groupe scolaire qui a été créé, et vous avez un stade nautique qui est créé, qui existe toujours, qui a été rebaptisé Yuri Gagarin au milieu des années 60, et qui est une piscine olympique. Donc il y avait une piscine qui avait été créée par la ville de Paris aux Tournelles pour les Jeux de 24, donc c'était là que Johnny Weissmuller avait remporté toutes ces médailles. Vous avez l'équivalent d'une piscine olympique, là on va dire communiste, à Villejuif, donc qui est inaugurée par Paul Vaillant-Couturier, qui est le député de la ville et qui est aussi le rédacteur en chef de l'Humanité. Mais ensuite, on va dire le passage dans la guerre froide, dans l'après-guerre, fait qu'elle ne sera jamais utilisée, on va dire, de manière nationale. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un championnat de France de natation organisé dans cette piscine, alors qu'elle aurait pu prétendre, puisqu'elle correspondait aux jauges internationales. Donc, un des autres acteurs de la diffusion du sport dans la société française, qui aurait pu se doter la ville d'un grand stade, ne l'a pas fait. Dernier acteur qui aurait pu le faire, c'est les intérêts privés. Donc finalement, qui a construit le stade de Wembley à Londres? C'est pas le gouvernement anglais. Donc même si ça avait lieu dans le parc de Wembley pour l'exposition coloniale de 1923, le stade a été construit par la Fédération anglaise de football. Le sport étant professionnel depuis 1884, le sport étant très pratiqué, c'est une fédération riche qui peut se permettre de construire ce stade-là. Est-ce que c'est le cas en France? Non. La Fédération française de football n'est pas, ou de rugby, encore moins de rugby, n'est pas une fédération riche. Ça tient à une raison simple, qui est le malthusianisme du patronat français. C'est-à-dire qu'est-ce qui soutient la croissance du football, donc des clubs de football professionnels dans tout le reste de l'Europe, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie
et en Angleterre, ce sont les intérêts privés industriels. Donc évidemment, il y en a en France. Donc le meilleur exemple, c'est la famille Peugeot à Sochaux, dans le cadre d'un paternalisme patronal. À Paris, non. Mais donc là, ça dépasse le stade du football. Le patronat français est près de ses sous et a du mal à envisager le long terme ou le moyen terme. Il est seulement préoccupé par le court terme. À la même époque, c'est comme ça que la chimie allemande, dans les années 20-30, éclipse l'industrie pharmaceutique française. Pourquoi ? Parce que les patrons allemands, dans les années 1880, ont financé à fonds perdus les universités de chimie et de biologie, en disant oui, on dépense beaucoup d'argent, mais dans plusieurs décennies, on en verra les fruits. C'est ce qui se passe, c'est que tous les prix Nobel de chimie et de médecine deviennent des prix. Voilà. Le Bayer, par exemple, donc la grande firme pharmaceutique allemande, dans le même temps qu'elle crée une université, qu'elle finance une université, finance un grand stade à Leverkusen, un grand stade de football. En gros, il n'y a pas l'équivalent à Paris. Ça pose évidemment des problèmes pour le général de Gaulle. Donc vous avez une reprise en plein du mouvement sportif dans la décennie 1960. Donc vous connaissez la caricature de Faisan dans le Figaro, après les Jeux Olympiques de Rome, où la France n'a eu aucune médaille d'or, où on voit le général de Gaulle en survêtement qui part à Rome en disant « dans ce pays, si je fais pas tout, si ce n'est pas moi qui fais tout ». Donc il y a une reprise en main du mouvement donc pour sélectionner des athlètes qui soient compétitifs au niveau international. Donc c'est la mise en place quasiment d'un amateurisme d'État qui est comparable à celui de l'Union soviétique dans le cadre du mouvement olympique. C'est-à-dire que tous les champions olympiques français tous les athlètes olympiques travaillent dans des grandes entreprises publiques et avec des horaires aménagés. Ça se traduit par les Jeux olympiques de Grenoble en 1968. Pour Paris se pose la question de construire un grand stade comme on l'a fait en Italie, comme on l'a fait dans toute l'Amérique du Sud, etc. Le problème, c'est comment le faire. Donc, quand le projet est sur le point d'aboutir, c'est le moment, en 1968, où De Gaulle est plus sur le départ qu'autre chose. Après sa démission, en 1969, c'est repris par Pompidou, qui refuse que l'État s'engage là-dedans. Donc, il refile le bébé, en gros, à la mairie de Paris, qui, en 1972, crée le nouveau Parc des Princes. Nouveau Parc des Princes, qui ne fait pas 100 000 places. Oui, parce que c'est que la mairie de Paris qui l'a construit. C'est-à-dire que ça aurait été l'État, on aurait pu avoir une institution capable de construire ce stade de 100 000 places. Il ne fait que 50 000 places, mais il permet tout de même à Paris de reprendre sa place dans les grandes compétitions internationales. Donc en 1975, donc 2 ans après l'inauguration, vous avez une finale de Coupe d'Europe des clubs champions qui est organisée entre Leeds United et le Bayern de Munich à Paris. Donc c'est là où c'est la première fois que Paris est confronté aux à-côtés du tourisme sportif international, qui peuvent être le hooliganisme, puisque les supporters du Leeds United ont saccagé, en l'occurrence Boulogne, ils sont sortis, ils étaient parqués dans la tribune Boulogne, donc en sortant de la tribune de Boulogne et ayant perdu, ils se sont vengés sur tous les magasins de l'avenue de la Reine, donc toutes les avenues qui partent, qui entourent le stade de France. Vous avez ensuite le Stade de France, donc enfin le stade qui approche les 100 000 places en 1998. Là aussi, l'État, est-ce qu'il s'est vraiment engagé ? Non, le Stade de France, c'est une première forme de partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'en gros, il est en partie financé par un consortium privé, donc en l'occurrence Vinci Bouygues, qui, en contrepartie, reçoit un loyer de l'État pendant 50 ans, donc il a une concession de 50 ans, où l'État doit lui verser de l'argent s'il n'y a pas de club résident, etc. Donc là aussi, on voit, c'est comme pour 1924 avec le président du Racing Club de France, l'État qui ne se donne pas vraiment les moyens de construire ce stade de 100 000 places.
On est passé néanmoins, donc ça permet l'organisation de la Coupe du Monde de 98, ça permet les candidatures aux Jeux Olympiques. Le Paris, c'est au tournant des années 70-80, c'est aussi donner les moyens d'accueillir, par exemple, de répondre à la démocratisation du tennis. Donc les agrandissements de Roland-Garros en font un des événements sportifs les plus prisés, qui permettent de faire venir des centaines de milliers de spectateurs depuis le monde entier. Même chose pour la Coupe de France, c'est-à-dire qui peut enfin accueillir 80 000 personnes. Donc c'est seulement dans les années 70-80 qu'on passe à des effectifs de spectateurs assistant au final de Coupe de France de football qui avoisinent les 50 000 personnes dans les années 70, et donc avec le Stade de France qui permettent d'arriver à 80 000 personnes. Même chose en rugby, le passage de la finale du championnat de France de rugby au Parc des Princes à partir de 1974 montre la démocratisation, la hausse du niveau de vie dans le pays. Le pique-nique donc entre les supporters des deux équipes qui s'affrontent en finale du championnat. Donc pique-nique est organisé aux abords du Parc des Princes toute la journée qui précède le match, montre que le virage de la démocratisation et de la massification avec des infrastructures capables de les accueillir a été accompli par Paris. Donc ce qui donnait des scènes cocasses, puisque vous êtes au Parc des Princes, donc pas loin du Bois de Boulogne, et donc c'était en 1994 qu'il y avait une compétition de polo au Pré-Catelan. Il y avait le tournoi de Roland-Garros, et donc les spectateurs de ces deux compétitions qui sortent, donc qui vont prendre le métro Porte d'Auteuil, tombent sur ce gigantesque pique-nique populaire organisé par les supporters de Toulouse et de Clermont-Ferrand, qui les empêche d'accéder au métro. Donc il fallait les enjamber les tables et les nappes pour accéder au métro. Et donc là, ça montre que finalement, au bout d'un siècle, non seulement le sport s'est démocratisé, mais les grandes compétitions sont organisées à Paris, qui s'est donné les moyens techniques en termes d'infrastructure d'accueillir ce tourisme national et international. Je vous remercie. Alors merci pour cette traversée sportive du siècle. Comme d'habitude, je vous invite à poser des questions, et comme d'habitude dans le micro, puisque c'est enregistré. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence tout à fait passionnante. J'ai une question et une information. La question, c'est que vous avez commencé par l'intérêt de faire des Jeux Olympiques dans l'espoir d'avoir des recettes sonnantes et trébuchantes. Vous savez bien mieux que nous, en tout cas bien mieux que moi, qu'en général, les Jeux Olympiques coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. C'est une des raisons, pas la seule bien évidemment, du problème financier grec. Il y a eu très peu de villes qui ont gagné de l'argent avec les Jeux, parce qu'il faut construire des infrastructures. Heureusement, Paris en a déjà beaucoup pour ceux que nous allons peut-être gagner la prochaine fois. Enfin, c'est un argument qui ne me paraît pas devoir l'emporter. Et l'autre, c'est juste une information, c'est que le stade Pershing, dans les années 60, a servi de plein air pour tous les élèves des lycées de l'Est parisien. Merci. Alors merci pour... je ne savais pas que le stade Pershing avait continué à être utilisé d'un point de vue scolaire. Alors pour les Jeux Olympiques, ce que vous dites est vrai en fait, il faut distinguer entre le Comité international olympique qui organise les Jeux, donc qui est propriétaire des Jeux, et la ville qui le reçoit. Alors, c'est vrai que, on va dire jusqu'en 1992, donc jusqu'aux Jeux de Barcelone, le comité d'organisation des villes a toujours été déficitaire. Parce qu'en gros, il avait tout à la charge, et effectivement, ça coûte cher, etc. Depuis 1992, il faut bien voir que c'est pas quand une ville décide d'organiser les Jeux Olympiques,
c'est pas tellement pour faire des bénéfices, ou au moins pour arriver à l'équilibre de son budget, c'est pour lancer des grandes opérations d'urbanisme. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, c'est le premier modèle du début de gentrification de la ville. C'est-à-dire que la colline de Montjuïc, où ont été construites la plupart des infrastructures, était le fait d'y construire les équipements olympiques ont permis de dynamiser urbanistiquement les quartiers qui sont autour. Alors quand on appelle, dans un langage d'urbanisme, dynamiser, en gros ça veut dire rénovation urbaine. Ça veut dire en gros transformer des anciens quartiers populaires en quartiers où accède la bourgeoisie. Donc il y a des géographes qui ont travaillé là-dessus. C'est pourquoi est-ce que on se met à réhabiliter les quartiers populaires, les quartiers anciennement populaires, à partir de la fin des années 70 et le début des années 80, et ça touche en gros toutes les grandes capitales européennes. C'est du fait de la crise économique des années 70 à partir de 73. Je vous rappelle que les projets urbanistiques de la mairie de Paris jusqu'en 73, c'était de raser le Marais, par exemple, pour construire Beaugrenelle à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on interrompt ça? Parce que les promoteurs ne peuvent plus le faire, ils n'ont plus d'argent pour le faire. Donc là, comment spéculer immobilièrement si on ne peut plus le faire en construisant des tours? En valorisant l'ancien, le vieux bâti, etc. D'où, par exemple, la reconquête par la bourgeoisie du Marais en gros, depuis les années 80. Et on peut dire que le processus est achevé pour la partie basse du Marais, le 4e arrondissement, et encore en cours pour le 3e arrondissement. À Barcelone, qu'est-ce qui a lancé ce processus de reconquête du centre de la ville, des quartiers populaires du centre? C'est les Jeux Olympiques de Barcelone. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a eu beaucoup de conflits au Brésil, par exemple, pour l'organisation de la Coupe du Monde de football il y a 2 ans, 2014, et pour les Jeux Olympiques à Rio cet été, c'est que ça procède de la même logique. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de conflits sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le stade de San Paulo, où il était construit au milieu d'un bidonville. Et en gros, l'idée, c'était de détruire le bidonville. La question étant toujours, où est-ce qu'on reloge ceux qui habitaient dans le bidonville? Et donc voilà. Je pense qu'il y a ça. La candidature de 2012 de Paris, c'était le 17e arrondissement qui était visé. Donc là où il y aura le nouveau tribunal, nouveau palais de justice, c'était d'abord une grosse opération immobilière. C'est-à-dire que les événements sportifs internationaux comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques ont une telle force symbolique qui permettent de gérer des capitaux financiers privés autour de la mise en valeur, par exemple la construction du nouveau village olympique. Ce nouveau village olympique, ensuite, il faudra le revendre à la coupe comme immeuble d'habitation. Est-ce qu'on met des immeubles de grand standing ou pas? Ce qui était prévu pour 2012 à Paris, c'était des immeubles de grand standing pour définitivement ancrer le nord du 17e dans la géographie des beaux quartiers parisiens. Voilà, donc il y a un déficit pour la ville, mais c'est pas forcément grave. Il y a des bénéfices beaucoup plus grands en termes de spéculation immobilière autour. Il n'y a pas de lieu, du coup, il me semble dans d'autres grandes villes, à Rio par exemple, en Espagne, il y a des infrastructures qui deviennent elles-mêmes des objets touristiques. Donc à Paris, il me semble qu'il n'y a pas de lieu. Vous avez expliqué qu'il n'y avait pas que la construction d'un grand stade est tardive. Alors, je ne sais pas, il y a du tourisme, j'imagine, au Stade de France, mais pas considérablement. Et est-ce qu'il y a un endroit à Paris ou même plus généralement en France, une infrastructure sportive qui a attiré en tant que telle des touristes, en fait, sans épreuve, je veux dire. Je pense pas. Non, donc par rapport au constat que je faisais au début sur est-ce que la France est un pays de sport? Alors oui, la France est un pays de sport. Il y a une pratique sportive en plus qui, tout au long du XXe siècle, n'a cessé de progresser. Les baby-boomers qui sont en gros arrivés à l'âge adulte dans la décennie 70, ils se sont emparés de beaucoup de sports. Le tennis, par exemple, c'est comme ça que le tennis est devenu un grand sport populaire en France, etc. Donc de ce point de vue-là, il y a une culture sportive. Mais c'est vrai, elle ne s'incarne pas
Dans le cadre du sport professionnel, parce qu'en gros, ce que vous évoquez, c'est par exemple à Madrid ou à Barcelone, c'est aller visiter le football club, enfin le stade, le Camp Nou, ou le stade Santiago Bernabéu à Madrid. Ça renvoie à la faiblesse du football professionnel français. Alors, ça, là aussi, il y a un effet de retard, hein, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, repris en main par le Qatar, qui va devenir un grand club en Europe, c'est-à-dire mécaniquement et inexorablement se forgera un palmarès européen, créera ces formes de patrimonialisation autour d'une grande équipe. C'est-à-dire que le Parc des Princes, qui sera rénové de nouveau par les Qataris après l'Euro 2016, deviendra, leur projet c'est d'arriver à 60 000 places, voilà, ça deviendra un lieu comme on peut en trouver dans d'autres capitales. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'existe pas à Paris. Sauf pour les fans de Tarzan qui peuvent aller à la piscine des Tournelles. Mais ça ne traîne pas beaucoup de monde. Bon, je pose une autre question alors. Sur la pratique sportive, toutes les pratiques sportives que vous avez évoquées sont masculines. Est-ce qu'il y a à Paris des équipes féminines ou une pratique populaire catholique, que sais-je, féminine du sport et à partir de quel moment ? Alors oui, il y a une pratique féminine alors évidemment elle n'a pas concerné d'abord le football pendant longtemps, puisque le football est le sport de refuge des valeurs de la masculinité, on va dire. Mais c'est en train de changer, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'équipes de football féminin, comme vous avez des équipes de rugby féminin. Par exemple le PUC, une très bonne équipe de rugby féminin. Alors historiquement, quels sont les grands sports collectifs au-delà des sports individuels, puisque vous avez par exemple la pratique du tennis ou de l'équitation qui sont largement féminisés au niveau national. En ce qui concerne les sports collectifs, vous avez le basketball, en fait, le premier sport collectif féminin, c'est le basket. Et les Françaises, en général, sont d'un très bon niveau. Quels étaient les clubs ? Pardon ? Alors il y a le handball, mais le premier c'est le volley, c'est le basket, ensuite vous avez le volleyball et ensuite le handball. On trouve des traces de ça, c'est pour le basket, par exemple Michèle Alliot-Marie était une joueuse de basket, elle était de culture catholique, donc elle était forcément au club de basket de son patronage. Oui, non, en fait, le sport féminin à Paris est assez développé, mais ce qui est normal, c'est-à-dire que la pratique sportive est d'autant plus élevée qu'on monte dans la hiérarchie sociale, puisque maintenant le sport, de ce point de vue-là, est vraiment rentré dans les us et coutumes, en gros, de la société française. Donc Paris, qui est plutôt une ville riche, a en plus tout un ensemble de pratiques diversifiées, et pas seulement des grands sports collectifs. Alors, le Stade de France, il est géré par ce consortium, le consortium Vinci-Bouygues, qui a renégocié son contrat avec l'État. Le stade Charletti, c'est un stade municipal, qui a été reconstruit récemment, en plus, au début des années 2000, puisque les stades municipaux parisiens, il reste le Parc des Princes. Il reste le stade de Colombes, c'est-à-dire que le Racing, en fait, là, s'en est débarrassé, donc il a été récupéré par la mairie de Paris. Mais qu'est-ce qu'il va devenir ? C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'abandon, mais donc il n'y a pas de projet surtout que le Racing de rugby va quitter Colombes. Donc oui, il reste des stades municipaux qui sont pour la pratique. Le Parc des Princes qui est quasiment mis, qui a été donné, c'est-à-dire qu'il n'a pas été vendu au Paris Saint-Germain, mais c'est tout comme, c'est-à-dire que le loyer que demande la mairie de Paris pour le Parc des Princes est de 1 million d'euros par an, sachant que le Paris Saint-Germain, en l'exploitant, doit gagner entre 60 et 70 millions d'euros par an. Donc à terme, en fait, il n'y a pas un engagement de la mairie pour disposer d'une infrastructure. Mais ça va dans une tendance internationale qui est à la privatisation des stades et à ne plus, ou alors à déléguer l'entretien des stades et la gestion des stades à des intérêts privés.
Oui, à propos du nouveau court de tennis de Roland-Garros qui va probablement être construit, est-ce que vous pensez que ça a un intérêt sportif, touristique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, je n'en pense. Enfin, alors, ce que je peux en dire, c'est pourquoi est-ce que la Fédération française de tennis veut agrandir le stade de Roland-Garros? C'est dans le cadre de la massification du tennis, c'est-à-dire toutes les grandes épreuves du Grand Chelem, donc les grands tournois, les 4 grands tournois, en gros font beaucoup plus d'argent et ont beaucoup plus de spectateurs que le stade de Roland-Garros. Donc il s'agit de générer des recettes supplémentaires pour ne pas être dépassé, c'est-à-dire ne pas perdre ce statut de tournoi du Grand Chelem. C'est-à-dire que ces statuts-là sont pas des... Enfin, ce sont des institutions qui sont fragiles, au sens c'est des institutions commerciales. Donc les 4 tournois du Grand Chelem sont les tournois qui offrent le plus d'argent en revenus à ceux qui y participent. Pour suivre en fait la tendance du championnat américain ou du championnat anglais, il faut effectivement créer des ressources. Alors je sais qu'il y a eu des problèmes surtout c'est sur les serres d'Auteuil. C'est surtout là en fait. Donc ils sont anciennes. Alors, mais c'est intéressant, c'est pourquoi est-ce que la Fédération française de tennis pouvait faire le choix d'aller ailleurs. C'est-à-dire qu'elle pouvait décider d'abandonner Roland-Garros et de construire un complexe gigantesque. Donc par exemple à côté de Versailles, je crois qu'à un moment donné ils y ont pensé à Satori. Finalement, dans une tradition sportive, la légitimité du lieu est importante. C'est-à-dire que le stade Roland-Garros, là où tout a commencé, c'est-à-dire là où le sport, l'origine aristocratique de ce sport est ancrée, c'est pas un hasard si la fédération n'a pas envie de quitter ça. C'est-à-dire que c'est ce qui constitue l'histoire de ce sport dans le pays. D'où même les serres d'Auteuil. C'est-à-dire que les serres d'Auteuil, c'est très ça fait très jardin particulier, jardin d'hôtel particulier. Donc c'est pour jouer, à mon avis, sur cette image-là en permanence. C'est toujours risqué de partir loin à Satori. Oui, ça va attirer beaucoup de monde. Maintenant, on se déplace facilement en Europe. Dépenser de l'argent pour aller voir des épreuves sportives dans beaucoup de pays européens, c'est en Allemagne ou en Angleterre par exemple, c'est totalement rentré dans les mœurs. Non, les stades seront pleins, il y aura énormément de monde. De ce point de vue-là, ce sera plutôt un succès, je pense. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines.